Bonjour à tous, si vous avez regardé mon dernier vlog, vous le savez, récemment j'ai déménagé ma pile à lire dans une nouvelle bibliothèque et donc je voulais vous la montrer, voilà, de manière générale et après revenir sur quelques ouvrages. Pour commencer, tout à gauche, vous avez les restes de ma pile à lire de l'été que j'espère finir rapidement. Et ensuite, on a soit les livres qui me font très envie, soit ceux que j'ai mis de côté pour le Pumpkin Autumn Challenge et le Cold Winter Challenge, avec quelques restes malheureusement de mon mois de la fantasy que j'avais complètement raté. Ici, sur cette deuxième étagère, on a mes livres en anglais. C'est classé de manière pas du tout précise et pas franchement organisée par genre, et aussi en fonction de ce qui me fait envie et ce qui me fait un petit peu moins envie vers la fin de l'étagère. Enfin, sur l'étagère du bas, ce que vous voyez, c'est tous mes graphiques, donc les beaux livres, les BD, les albums, avec également quelques BD de mon chéri. Et enfin, tout à droite, ce sont mes livres en français avec des thrillers, du contemporain et pour finir, la non-fiction tout en bas. Recoucou, je vous retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc comme vous le voyez, j'ai changé de pièce, je suis dans le bureau là, parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de filmer ici, j'ai plus de place, j'ai mon fauteuil, j'ai une table pour poser les livres dont je vais vous parler, etc. Donc je vous retrouve pour faire un point un peu plus détaillé sur ma palle. On reviendra sur des livres spécifiques, entre autres les petits trésors de ma palle, quelques classiques, les livres qui me font plus franchement envie, et celui qui au contraire me fait le plus envie. Alors, pour vous parler un petit peu de ma palle, j'ai compté uniquement les romans. J'ai environ une soixantaine de romans et ensuite en graphique, beaux livres, albums, etc. je dois en avoir 20 ou 25 actuellement, donc on est sur une palle assez conséquente quand même. Globalement 80 et quelques livres. C'est pas mal, comme vous le voyez, ça tient pile poil dans une Billy médium. Le plus vieux livre que j'ai dans ma palle, c'est celui-là. C'est Sense and Sensibility de Jane Austen, que j'avais acheté, il me semble, en 2017, oui c'est ça, que j'avais acheté à Waterstones, à Londres, le grand Waterstones de Piccadilly. En fait, ça va permettre, ce livre, d'introduire également une rubrique de ma palle qui sont les classiques. Quand j'ai lu Orgueil et Préjugés, donc Pride and Prejudice, j'avais adoré, mais vraiment adoré, ça avait été une révélation pour moi. Quelques années plus tard, j'avais lu Northanger Abbey, là pour le coup, dans le cadre de mon cursus universitaire. On pourra revenir un jour si vous voulez sur mon cursus, mais c'est pas la question aujourd'hui. Et en fait, en finissant Northanger Abbey, il y avait celui-là qui était sur mon étagère, qui attendait depuis notre retour de Londres. Et je m'étais dit, bah tiens, je vais me lancer dedans. Et en fait, ça avait été l'erreur de vouloir enchaîner deux Jane Austen d'un coup. C'était peut-être un petit peu trop. J'aurais peut-être dû essayer de lire autre chose entre-temps. Et puis depuis, bah j'ai lu, je crois que j'avais lu un chapitre. Et depuis, bah, il a pris la poussière, voilà, je vous le dis, j'ai essayé de le lire donc début 2018. Pas que ce soit mauvais, loin de là, mais c'était juste, comme je vous le dis, que j'aurais peut-être pas dû essayer de le lire juste après Northanger Abbey. Depuis, j'ai lu Emma de Jane Austen, que j'ai adoré, et donc je me dis, bah peut-être, ça serait le bon moment de se refaire Sense and Sensibility. Deuxième classique dans ma palle, un petit peu sur la même thématique, Jane Eyre de Charlotte Bronte. Jane Eyre, je l'ai donc jamais lu. Je n'ai jamais vu aucune adaptation, il me semble pas, mais j'en ai lu des tas d'extraits pour le peu de parcours universitaire que j'ai fait en anglais. Et il me semblait important de me lancer dedans. Je me l'étais mis, il me semble, dans mon Pumpkin Autumn Challenge de 2019, dans l'optique de bah je viens de l'acheter, je vais le lire. Bah, j'ai lu quelques pages et je crois que c'était pas le bon moment. C'était pas le bon mood, c'était pas forcément une période très facile de ma vie à ce moment-là. Je pense que j'avais besoin de choses plus légères et donc bah il attend depuis. Pourtant je connais l'histoire, hein. Je connais globalement les personnages, je connais le twist, je sais à peu près comment ça se dénoue. Donc je me dis que ça devrait aller, d'autant que c'est pas Charlotte Bronte, c'est pas la plus difficile à lire en anglais. Acheté le même jour à Aberdeen, à Blackwell's, il s'agit de Tales of Horror de Edgar Allan Poe, bien sûr, donc les contes macabres de Poe. Ce livre, j'ai fait la même erreur que Jane Eyre. En fait, quand j'ai posé Jane Eyre, je me suis dit, bah si Jane Eyre ça marche pas, je vais peut-être changer de genre. On était à l'automne à ce moment-là, quasi à Halloween. Donc je m'étais dit, bah c'est super, ça va aller très bien. Et je crois que j'ai lu un conte ou deux contes. J'ai lu celui qui parle du cheval. C'était passé, mais j'avais pas envie de me faire tous les contes d'un coup, et après d'autres lectures sont venues là. Mais en fait, ce qui me fait très envie pour lire les contes macabres, j'adorerais m'acheter le recueil illustré par Benjamin Lacombe. Benjamin Lacombe est un de mes illustrateurs préférés, j'ai quelques-uns de ses livres dans ma bibliothèque.
et Les Contes Macabres, qu'il a donc illustrés en 2 recueils, me font très 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 envie depuis plusieurs années, mais je craque jamais. Et aussi parce que forcément c'est une traduction. À chaque fois je me dis oui, mais si t'as la version illustrée, il faudra quand même que tu lises l'original à côté pour avoir la vraie plume de Poe. Mais ça forcément c'est en France, ici c'est extrêmement difficile à trouver, ou alors à des tarifs prohibitifs. Donc j'attends, mais peut-être qu'un jour je craquerai pour le Benjamin Lacombe et que je garderai celui-ci pour le lire à côté. Dernier classique que lui j'avais trouvé en boîte à livres, mais je me suis jamais lancée, il s'agit de The Scarlet Letter de Nathaniel Hawthorne. C'est donc une histoire qui se passe aux États-Unis au moment de la colonisation grosso modo des États-Unis. Ouais, c'est ça, c'est chez les Puritains, on doit être au XVIIe ou XVIIIe siècle. Je me suis jamais lancée, mais je sais qu'il est là. Maintenant, ça fait pas partie des livres que je suis forcément pressée de lire. C'était plus pour lire en fait un classique de la littérature américaine, dans la mesure où j'ai lu pas mal de classiques, mais plus de la littérature britannique. Littérature américaine, j'en ai pas lu tant que ça, donc voilà, je le garde et peut-être qu'un jour je sauterai le pas. C'en est tout pour les classiques. On va passer ce que j'appelle mes trésors, les trésors de ma bibliothèque. Vous les avez sûrement vu passer tout à l'heure quand je vous ai montré les étagères, parce que en général ce sont de jolies éditions. On va commencer par celui-ci. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Si vous êtes familier avec l'univers, peut-être, sinon pas forcément. Je vous montre la tranche. Il s'agit de Unfinished Tales de J.R.R. Tolkien, donc Les Contes Inachevés. Il me semble que le sous-titre complet c'est Contes Inachevés de Númenor et de la Terre du Milieu, mais je me trompe peut-être. C'est donc une édition limitée, comme vous le voyez, en hardback, avec une couverture et une boîte en faux cuir et en tissu, qui avait été sortie, il me semble, l'année dernière, parce que c'est à ce moment-là que mon chéri me l'a offert pour notre anniversaire de Pâques l'année dernière. Et c'est une édition limitée dans la mesure où, d'une part, c'est un hardback, ensuite elle contient certaines illustrations en couleur, il y a des dorures comme vous l'avez déjà vu, et à la fin nous avons une carte de la Terre du Milieu en couleur. Un peu difficile de vous le montrer, j'espère que ça va aller. Alors, j'ai lu le Silmarillion il y a plusieurs années, qui est réputé comme étant l'œuvre la plus difficile à lire de Tolkien. C'est vrai que ça m'avait pris plusieurs semaines, d'autant que je l'ai lu en anglais, mais bon, je m'en étais sortie. Maintenant, il m'en reste pas forcément grand-chose. C'était, il me semble, en 2015. Donc il faudrait éventuellement que je me remette en tête globalement les grandes lignes de l'histoire de la Terre du Milieu, parce que si vous ne le savez pas, j'ai oublié de le dire, mais je suis une immense fan du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, et de l'univers et du travail de Tolkien en général. Et donc il me manquait dans ma collection les Contes Inachevés, parce que il me manque aussi les Children of Hurin, oui c'est ça, les Enfants du Rhin, que je n'ai pas lu non plus. Mais un ami m'a dit que les Contes Inachevés c'était quand même un peu plus accessible que le Silmarillion, donc pourquoi pas. Maintenant ça fait un peu plus d'un an qu'il est dans ma palle, ça fait je crois la deuxième ou troisième fois que je le mets dans un challenge et je le sors jamais parce qu'il me fait peur. Je vais vous montrer, il me fait peur parce que c'est écrit tout petit et très 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 serré. C'est dense. Pour ceux qui ne le savent pas, donc si ça s'appelle Contes Inachevés, c'est que c'est un recueil de contes sur la Terre du Milieu que Tolkien n'a jamais eu le temps de finir. Et c'est donc son fils Christopher, qui malheureusement nous a quittés également l'année dernière, qui l'avait terminé, qui a ajouté des notes éditoriales, etc. Mais donc voilà, j'espère pouvoir me le lire à l'automne parce que la Terre du Milieu, c'est typiquement un univers pour moi dans lequel j'adore retourner à l'automne et à l'hiver. Mais j'ai très très hâte et faut quand même avouer que dans la bibliothèque, ce livre est absolument canon. Deuxième livre, toujours de J.R.R. Tolkien. Je suis tombée dessus, c'est marrant, c'était le jour de la Saint-Nicolas, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Il s'agit de Letters from Father Christmas de J.R.R. Tolkien, et je ne sais pas si vous allez voir, en dorure, vous avez, c'est l'édition du centenaire, en hardback, illustré en couleur. Ce livre est absolument magnifique. J'avais hésité à le mettre dans ma wishlist et à le demander à Noël, et mon chéri m'a dit non, il est là, tu le prends, c'est une édition limitée, on va pas prendre le risque qu'il y soit plus. Et puis comme ça, tu pourras le lire pendant le mois de décembre. Effectivement, c'est ce que j'ai fait, j'en ai lu une moitié. Et en fait, pourquoi c'est encore dans ma pile à lire, c'est qu'il me reste donc la deuxième moitié que je me garde pour cette année. C'est donc un recueil de lettres que Tolkien a écrit tous les ans pour ses enfants. Il a eu 4 enfants, il me semble, qui a été assez espacé en âge, donc ça s'étale sur plus d'une vingtaine d'années. Et tous les ans, il leur écrivait des lettres de la part du Père Noël pour leur expliquer, par exemple, qu'il n'avait pas eu le temps de s'occuper des cadeaux, etc., qu'il avait eu un souci avec son traîneau. Au début, on est sur des lettres assez courtes, et pas forcément
très illustré ou très détaillé, voilà. Mais bon, quand même, le travail de calligraphie est assez dingue. C'est tout lui qui l'a fait lui-même. Et en fait, au fur et à mesure des années, quand il a eu plusieurs enfants et qu'il a commencé aussi à se prendre au jeu, il a commencé à faire des lettres plus longues et surtout à les illustrer. Par exemple, vous voyez là, on est sur une lettre plus longue, le travail de calligraphie est plus important. Je vais vous trouver des illustrations. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à créer une espèce d'univers autour de l'histoire du Père Noël. Par exemple, l'ours du Père Noël s'adresse souvent au lecteur, c'est très drôle, il est question de nains, de trolls, etc. Il a donc créé un peu un univers fantastique autour de la figure du Père Noël et c'est très très chouette, c'est assez touchant parce qu'on voit aussi l'évolution de sa relation avec ses enfants. Par exemple, Michael, qui était le plus âgé, au bout d'un moment, forcément, il ne croyait plus au Père Noël, et donc Tolkien s'adresse à lui quand même en étant le Père Noël, etc. Et c'est vraiment très mignon. Je me dis que si un jour j'ai des enfants, et ce sera quelque chose aussi de très sympa à faire avec eux, de voilà, le dernier trésor de ma bibliothèque, celui-là, à mon avis, vous l'avez vu parce qu'il est énorme. Il pèse très très lourd, croyez-moi. Il faudrait que je le pèse, mais il pèse vraiment très lourd. C'est l'édition limitée de la version illustrée du Prisonnier d'Azkaban, illustrée par Jim Kay. Comme vous le voyez, lui aussi, il est dans un étui. C'est une couverture en tissu avec des dorures magnifiques. J'adore le cerf. Et ensuite, sur le livre, on a aussi l'entrée de Poudlard. Et je ne sais pas si vous allez voir, on a nos 3 sorciers préférés qui sont dans un cours de potions, j'imagine. Et aussi, c'est une édition avec les feuilles dorées à la feuille d'or. Et en plus, il est aussi plus grand que les autres, que les classiques des illustrés de Jim Kay. Donc ça, pour le coup, c'est très difficile de le lire. On ne peut pas le lire comme ça. Enfin, en tout cas, moi, je ne peux pas. Donc ce que je fais, c'est que je regarde les illustrations juste pour le plaisir. De toute façon, je connais par cœur Le Prisonnier d'Azkaban. C'est un de mes Harry Potter préférés. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'origine, c'était quand j'étais petite, parce que je les ai eus, j'avais 7 ans. C'était celui que j'avais le moins aimé, et maintenant c'est un de mes préférés, donc comme quoi, on change. Mais donc voilà, c'est mes 3 petites pépites de ma bibliothèque. On va passer à quelque chose d'un peu moins rigolo, on va passer aux livres qui me font le moins envie dans ma bibliothèque, et qui vont potentiellement bientôt en sortir. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous les présenter un peu par lot, ça ira plus vite. Le premier lot, il s'agit de 3 romans en anglais, des romans Young Adult, que vous connaissez très certainement parce qu'ils sont très 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 connus. On a donc They Both Die at the End de Adam Silvera, qui est donc un young adult contemporain. Ensuite, on a Ink de Alice Brodray, qui est un young adult de fantasy cette fois. Et enfin, Let It Snow, qui est un recueil de nouvelles contemporains avec une nouvelle de John Green, une de Maureen Johnson et une de Lauren Miracle, comme vous l'aurez deviné avec la couverture, qui est très jolie ma foi. C'est un recueil qui parle de Noël. Très très rapidement pour vous en parler, si vous ne les connaissez pas, Ink, c'est donc de la fantasy dans lequel les gens, en fait, leur vie est tatouée sur leur peau. Et à leur mort, c'est un petit peu glauque, à leur mort, leur peau leur est retirée pour que leur famille puisse avoir un livre de la vie de la personne, il me semble que c'est ça. Sauf que la fille que l'on voit juste ici, son père, je sais pas s'il a commis un crime ou si c'est un paria ou quoi que ce soit, mais elle ne veut pas avoir le droit d'avoir le livre de la vie de son père, et donc c'est tout part de ça, j'imagine qu'elle va essayer de venger son père ou je ne sais pas trop. Je l'avais acheté, il me semble, quasiment à sa sortie, donc en 2018. Ça fait aussi partie des plus vieilles reliques de Mappal. Et j'avais vu du tout et du rien sur ce livre. Des gens qui avaient adoré, des gens qui avaient trouvé ça un peu bof, des gens qui s'étaient ennuyés. Et au fur et à mesure, le concept qui au début me paraissait très original, parce que il reste original, cette histoire de tatouage que l'on a sur sa peau, de livre de la vie, en fait, au fur et à mesure, m'a fait de moins en moins envie, jusqu'à que maintenant, quand je vois ce livre dans ma bibliothèque, je me dis... Là, pour le coup, c'est un livre, je suis sûre que je vais m'en débarrasser. Je vais le donner soit à un charity shop, soit à une recyclerie qui a ouvert il n'y a pas longtemps près de chez moi. Celui-ci, donc They Both Die at the End de Adam Silvera, il me semble... C'est ça, on est avec 2 jeunes garçons qui un jour reçoivent une nouvelle. Et ils se connaissent pas du tout, et ils reçoivent tous les deux la même nouvelle, c'est qu'ils vont mourir tous les deux à minuit, et je sais pas comment ni pourquoi, ils vont se rencontrer et décider de parler. J'imagine qu'ils meurent, oui, tous les deux à la fin. Pareil, à l'origine, il me faisait très envie, je trouvais ça très original, j'avais envie de découvrir la plume de l'auteur, parce que Adam Silvera, j'en ai beaucoup entendu parler.
Et en fait, je sais pas, ce genre d'histoire ne me tente plus. Il me semble que je l'avais acheté aussi en 2018, ça me tente plus, je crois que je suis plus forcément la cible. Après dites-le moi, hein, si vous l'avez adoré, je serais intéressée d'avoir votre avis, d'avoir votre retour. Mais honnêtement, je pense qu'il va pas rester encore très longtemps dans ma bibliothèque et qu'il va rejoindre Ink dans la recyclerie ou dans le charity shop. Et enfin, Let It Snow, je l'avais acheté fin 2019, juste avant que la série sorte, justement dans l'optique de le lire avant que la série ne sorte. Et donc il y a eu une grosse hype à ce moment-là, et les retours que j'ai eus de gens qui ont à peu près mon âge ou qui ont à peu près les mêmes goûts de lecture que moi ont été assez mitigés. Il faut savoir que j'ai déjà lu deux de ces auteurs, donc Maureen Johnson, j'adore ce qu'elle fait. Elle a écrit la série de thriller young adult qui est Truly Devious. Si vous ne connaissez pas, je vous la recommande chaudement. Et John Green, lui, j'ai un rapport un peu plus compliqué avec lui. J'ai lu la plupart de ses livres, à part Nos étoiles contraires, qui lui m'a jamais tenté. Mais sinon, j'ai lu tout ce qu'il a fait, il me semble. Oui. Et à chaque fois, ça a été... soit j'ai adoré, soit je me suis franchement ennuyée. Par exemple, Turtles All the Way Down, je l'ai lu en 2 fois, je l'avais acheté, je l'ai abandonné, je l'avais donné et je l'ai retrouvé en bibliothèque et je l'ai fini. Et voilà, c'était une bonne lecture, mais sans plus. Comme Adam Silvera, je crois que je ne suis plus la cible des livres de John Green. Pourtant, c'est une personnalité que j'aime beaucoup, je le suis sur ses réseaux, sur sa chaîne YouTube avec son frère, etc. Mais ce qu'il n'écrit, en tout cas, c'est plus forcément mon truc. Et voilà, en plus avec l'engouement de la série, etc., je pense que le fait d'en avoir beaucoup entendu parler, bah, ça m'a un peu coupé l'envie. Donc voilà, je pense que lui aussi, il ira rejoindre ses petits camarades quand je vais les donner. On passe maintenant, écoutez, ce ne sont que des livres en français que j'ai là. Alors, les 2 premiers ont le point commun de m'avoir été donnés par ma maman. Il s'agit de L'Envolée des anges de Claire Crust, ou Croust, je ne sais pas, édité ici chez ActuSF dans la collection Bad Wolf, et de Luth de Marin Le Dain, ou Luth, je ne sais pas du tout, qui est un tout petit roman. Alors celui-là, L'Envolée des anges, j'étais avec elle quand elle l'avait acheté, on l'avait acheté à Grenoble, à la librairie du Square, si vous connaissez, une librairie que j'aime beaucoup. Et je pense que ma mère était tombée un peu, avait eu un coup de foudre pour la couverture, et aussi, en fait, on n'en avait jamais entendu parler. J'étais dit, pourquoi pas, le pitch aussi tentait bien. Et je crois que ce qui l'avait attiré, et moi aussi, c'était le fait que Ange était écrit avec un E. Et alors, si elle passe par là, elle pourra confirmer, il me semble qu'elle l'a commencé, mais jamais fini, et qu'en fait, elle attendait mon retour pour savoir si ça valait le coup qu'elle le finisse. Et en fait, alors lui, je pense que je vais le garder encore un peu, mais s'il vous plaît, si vous avez un retour dessus, si vous avez un avis, dites-moi ce que vous en avez pensé. Parce que je ne l'ai jamais vu passer, à part une seule fois. Et il me semble que ce que la personne avait dit, c'est que c'était ni bon ni mauvais, mais qu'elle était restée un petit peu perplexe. Je me souviens absolument pas du résumé. Hein. Pour tout vous dire, j'ai pas franchement envie de le lire. C'est une histoire d'ange, voilà, c'est tout ce que j'en sais. Mais je sais pas. Franchement, il me faudrait l'avis de quelqu'un pour me décider à le lire. Donc si quelqu'un a un avis sur ce livre, il est entre guillemets sur la sellette dans ma pile à lire. Je vais le garder encore un petit moment, mais j'ai du mal à sauter le pas. Celui-là, ma maman l'avait acheté parce qu'il s'agit d'un ouvrage de Marin Le Dain. Il faut savoir qu'on a connu toutes les deux Marin Le Dain. On n'est pas amis ni quoi que ce soit, mais on le connaissait, c'est tout. Et que on a lu plusieurs de ses romans, on a lu notamment ses thrillers qui sont des polars très très noirs et très très durs, assez glauques et assez graphiques. Si vous cherchez du bon polar français bien glauque, Marin Le Dain c'est vraiment très chouette. À l'origine il est de Grenoble, enfin il a vécu à Grenoble en tout cas, et il avait écrit certains de ses romans à Grenoble, enfin sur Grenoble pardon. Et là, on est sur un tout autre registre. Je pense que c'est pour ça que ma maman avait voulu tenter. On est sur l'histoire d'une jeune fille. Il me semble que c'est du young adult, hein, qui va rencontrer Thomas. Je vous lis le résumé. Un élève de 3e qu'elle connaît peu, mais qui lui plaît, accompagné d'une amie. Tout droit décide de se rendre jusqu'à un point d'eau difficile d'accès, mais beaucoup moins fréquenté, là où la nature devient dangereuse, les rencontres aussi. Et en fait, je sais pas. Le pitch de départ me paraît pas si exceptionnel que ça, même si c'est très court et écrit énorme. Oups, j'avais pas vu à quel point c'était écrit si gros. C'est vraiment écrit énorme. J'ai un peu du mal à me dire que...
Enfin, je sais pas, en fait, le fait que ça soit du Marin Le Dain, j'ai du mal à me représenter ce que ça peut donner en young adult, c'est peut-être un mauvais a priori, mais voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. De toute façon, là, tous ces livres en français, ça va être difficile de m'en débarrasser ici en Écosse, à moins peut-être de contacter l'Institut français d'Écosse, mais je crois pas qu'ils acceptent les dons très facilement. Donc ça va plutôt être des choses que je vais garder, soit prêter ou donner à des amis qui habitent ici, soit attendre que soit en capacité, au vu de la situation sanitaire, de nous rendre visite ici en Écosse. Mais donc voilà, c'est franchement pas une priorité de ma pile à lire. Pour tout vous dire, cette couverture, elle me rebute un peu, je la trouve pas top. Alors, on enchaîne. Là, pour le coup, c'était ça, ce sont 3 acquisitions que j'ai fait de manière personnelle. Le premier, L'appel des 40, donc c'est le premier tome de La Rose de Jam de Sandrine Alexis chez La Talente. Je l'avais vu chez Artaud, donc encore une librairie grenobloise, l'année dernière, en début d'année, et je sais pas, la couverture m'avait tapé dans l'œil, le thème m'avait tapé dans l'œil parce que il me semble que, oui c'est ça, une fresque historique qui mêle à foison culture, langue et religion. Moi vous me dites qui mêle culture, langue et religion, c'est bon, vous m'avez eu. Ça se passe en plus en Orient, donc je me disais bah c'est super, ça va changer, et donc j'avais eu un coup de foudre, et j'avais tenté un aussitôt reçu, aussitôt lu. Et ça l'avait pas fait, parce qu'en fait, c'est présenté quand même comme quelque chose de crédible, d'ancré dans l'histoire et dans un contexte géopolitique précis. En effet, on retrouve une carte du Moyen-Orient à l'époque où ça se passe, c'est-à-dire à la fin du XIIe siècle. Mais en fait, ce qui m'avait rebuté, c'est que j'avais lu, il me semble, un chapitre ou deux, c'était très... je sais pas comment dire en français, j'aurais dit dry, donc sec, mais c'est pas le ton qui était sec, c'était le contenu. Alors c'est pas aride, c'est pas ça que je veux dire, c'est que c'était présenté limite comme un documentaire, et je sais pas du tout si, en tout cas un livre d'histoire, je sais pas du tout si l'ensemble du roman est comme ça, ou si c'était juste le début pour planter le décor, mais à ce moment-là, j'avais pas du tout envie de ça, et je l'ai laissé de côté, et depuis, mon engouement a un petit peu diminué. Mais celui-là, vu l'impression que j'en avais eue, j'ai un peu du mal à me dire que je devrais me relancer dedans et passer ce moment très, très scientifique, très explicatif. Et pas, il y a des livres historiques ou même des livres de non-fiction qui sont très bien écrits, qui se lisent bien. Et là, c'est pas l'impression que ça m'avait donné. Pour moi, c'était trop descriptif. On aurait dit un manuel de géographie, en fait. C'est à ça que ça m'avait fait penser. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si c'est le cas tout le long ou s'il faut que je m'accroche et qu'au bout d'un moment, on tombe vraiment dans quelque chose de plus romanesque. Alors, ensuite, on change complètement de style. On est avec Territoire de Olivier Norek, ici chez Pocket. Je crois que je l'avais trouvé en boîte à livres, il me semble celui-là. Et en fait, j'ai jamais lu d'Olivier Norek, j'en ai eu plusieurs dans ma palle, mais j'en ai déjà donné 2. Pour tout vous dire, celui-là c'est le dernier qui reste. En fait, à un moment, il y a eu un engouement autour d'Olivier Norek. Je connais plusieurs personnes qui en ont lu et qui ont apprécié. On en parle aussi souvent sur Booktube, ça fait partie des auteurs de polar français les plus connus et les plus appréciés. Mais en fait, moi ce qui me fait peur, c'est qu'apparemment c'est vraiment du polar pur et dur, c'est-à-dire qu'on on est dans le milieu de la police, c'est assez sombre, assez brut de décoffrage, etc. J'adore Charcot de Franck Tillier, mais parce que j'aime le personnage de Charcot. Et en fait, j'ai pas eu l'impression que chez Norek, il y ait vraiment un personnage comme ça auquel on peut s'attacher. C'était celui qui me tentait le plus, c'est pour ça que je l'ai gardé, mais vraiment, j'ai pas envie de sauter le pas, j'ai pas envie de ça en fait en ce moment en thrilleuse. C'est pas... Le polar pur et dur, c'est pas forcément ce qui me tente. Donc je le garde en me disant, bah, si ça fait envie à quelqu'un qui passe chez moi, bah, peut-être qu'il pourra le lire, ou alors si, comme je vous le disais, l'Institut français d'Écosse accepte les dons, bah, je leur donnerai. Mais en soi, je doute de le lire un jour. Et alors, dernier de cette pile ils me font plus franchement envie, et celui-là, c'est peut-être celui qui me fait le plus mal au cœur. Il s'agit de Porcelaine de Estelle Faye, édité ici chez Helios. Et en fait, pourquoi il me fait mal au cœur? Parce que c'est une dédicace. J'avais rencontré Estelle Faye à la librairie Aux Merveilles, encore une fois à Grenoble. Si vous n'avez pas compris qu'à l'origine je suis grenobloise, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Je l'avais rencontrée donc chez Aux Merveilles, qui est une librairie spécialisée dans la SFFF. C'est une toute petite librairie dans le vieux centre de Grenoble, mais qui regorge de pépites. Le libraire, c'est un passionné. C'est lui aussi qui aide à l'organisation tous les ans, hors Covid évidemment, du festival
comment il s'appelle? J'ai perdu le nom du festival, je vous le remettrai en bas de l'écran, qui se passe dans le Grésivaudan, donc juste à côté de Grenoble, et qui est un festival dédié à la SFFF, où j'avais rencontré Cindy Van Wilder, Olivier Gay, Karina Rosenfeld, Nadia Coste, il me semble qu'il y avait aussi Gabriel Katz. Voilà, c'est quand même un festival qui amène du beau monde, et en fait ce libraire avait donc organisé une rencontre avec Estelle Faye. J'y étais allée un jour... J'étais allée tôt, j'étais allée en journée, ce qui fait qu'il n'y avait personne. Et donc j'avais pu papoter avec elle, je crois qu'on était resté plus d'1 heure à papoter de plein de choses, de vraiment plein de choses. Et je lui avais pris, j'avais dans ma palle à ce moment-là Les Seigneurs de Bohême que j'ai lu depuis, et je lui avais pris Tia, donc le premier tome de sa saga qui se passe en Gaule, sa saga plus Young Adult fantastique. Et en fait dans ses autres livres qui me faisaient envie, il y avait celui-là. Mais elle m'avait dit c'est vraiment très très différent du reste. Ça se passe en Chine, dans la Chine médiévale, même plus que médiévale, vu qu'on est en an 200. Et on va suivre une jeune tisseuse. Je me replonge dans le résumé parce que je ne sais plus du tout de quoi ça parle. On va suivre une jeune tisseuse, il va être question de fées, de masques à forme humaine qui dissimulent dessous un tigre, d'où la couverture. Et en fait, j'ai jamais sauté le pas, mais pour tout vous dire, je viens de relire le résumé et je crois que je viens de me hyper toute seule. C'est complètement ridicule, j'aurais dû préparer cette vidéo un peu mieux. Mais là, je sais pas, j'ai un petit regain d'intérêt pour ce livre. Je dis pas qu'il va être lu très vite, je sais même pas s'il sera lu, mais en tout cas, il vient de passer dans le côté... Je le garde encore un moment, je lui donne une vraie chance et pas juste je le mets dans un coin en attendant de pouvoir le donner à quelqu'un. J'ai adoré Tia et Enoch, qui sont donc les premiers tomes de La Voix des Oracles, c'est ça le nom de la saga. Il faut encore que je lise le 3e tome, mais comme Les Seigneurs de Bohême, ça avait été un peu une déception, bah, j'avais pas forcément envie de continuer dans autre chose que La Voix des Oracles. Et comme c'était très différent, pas forcément un univers qui me parlait beaucoup, bah, je l'avais laissé de côté, donc bah écoutez, je vais lui donner sa chance et puis on verra si d'ici 1 an, peut-être 2, il est lu. Mais en tout cas, j'ai quand même envie d'essayer parce que la plume d'Estelle Faye, j'aime beaucoup. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à parler du livre qui me fait le plus envie dans ma pile à lire. Vous l'avez peut-être aperçu tout à l'heure quand je vous ai montré les étagères, c'est un livre, si je rigole, c'est parce qu'il est arrivé aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. J'avais lu les 2 premiers tomes, je sais pas si vous allez les voir. Ils sont juste là. J'avais lu les 2 premiers tomes l'année dernière. Chaque tome faisait à peu près, ouais c'est ça, plus de 600 pages. J'avais lu les 2 en 48 heures. Vous allez me dire, waouh, ça fait du 1200 pages en 48 heures, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Il s'agit du 3e tome de Les McCoy de Alexiane Thiel, édité chez Hugo Poche dans leur collection New Romance. Si vous avez déjà regardé mes vidéos et si vous me connaissez personnellement, vous savez que je lis très très peu de romances. Je suis vraiment ultra exigeante. Je déteste les romances trop simplistes, je déteste les romances trop olé olé. J'ai un peu plus de tendresse ou entre guillemets de tolérance pour les romances de Noël, mais parce que c'est des romances un peu doudou, voilà, donc je leur pardonne beaucoup plus de choses. Je suis plutôt quelqu'un qui va lire des comédies romantiques que des romances à proprement parler. Et là, l'année dernière, c'était Piketty, donc Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin, qui en avait parlé en disant qu'elle était à fond dedans, qu'elle n'arrivait plus à s'arrêter. Et moi au début je me suis dit, ouais, encore une romance comme les autres. Et quand j'ai entendu le titre, Les McCoy, je me suis dit, tiens, c'est marrant ça, Mac. Et quand j'ai vu les couvertures et que j'ai vu le résumé, j'ai fait, attention, je vais me plancher là-dessus. C'est donc une saga qui se passe en Écosse. Et donc depuis, je me suis abonnée à la page de l'autrice, etc. Je suis tombée amoureuse de cette saga. Pour vous en parler un petit peu, on va suivre Phèdre à l'origine, dans les tomes 1 et 2, on suit Phèdre, qui est française et qui retourne en Écosse pour en apprendre un peu plus sur ses origines, parce qu'elle sait que son père est écossais. Et elle va tomber, je vous en dis vraiment pas beaucoup, elle va tomber dans des histoires de clans. En fait, le pitch de ce livre, c'est que les clans écossais sont encore très très actifs de nos jours, comme une espèce de mafia avec des guerres entre les différents clans. Il y a des clans très très puissants, d'autres un peu moins puissants qui se sont alliés aux grands clans, etc. et qui régissent l'Écosse un peu dans l'ombre. Et elle va tomber dans ces histoires de clans, elle va se retrouver à devenir la pupille de l'un de ces clans, qui est un petit clan, et surtout qui est un clan qui a un statut très particulier. Il me semble que c'est Caleb, je sais plus. Il me semble que c'est Caleb, le chef de ce clan. Vous vous en doutez, si c'est édité chez Hugo New Romance, il va y avoir de la romance.
Mais j'avoue que le twist qui intervient, il me semble, à la fin du tome 1 ou dans le tome 2, je ne sais plus, je l'avais pas vu du tout venir. C'est très très bien écrit. En fait, en roman, c'est là-dessus aussi que je suis exigeante, c'est sur l'écriture. J'aime beaucoup la plume d'Alexia Thiel. C'est très très fluide, ça se prend pas la tête, et en même temps, il y a de l'humour, parfois quelques traits d'esprit vraiment très très intelligents. J'aime beaucoup, et en fait, ce qui m'a décidé à commander celui-là, parce que oui, j'ai dû le commander, forcément, on les trouve pas ici en Écosse, c'est qu'elle vient d'annoncer sur sa page Instagram le tome 4, et donc la spécificité de cette saga, c'est que dans les tomes 1 et 2, on a suivi un couple de personnages, et ensuite dans le tome 3, c'est un nouveau couple, et il me semble que dans le tome 4, c'est encore un nouveau couple, donc on n'est plus avec Phèdre et... j'ai envie de dire Caleb, mais je suis pas sûre. On n'est plus avec eux deux, on est avec d'autres personnages, mais j'avais vraiment très très hâte de me lancer. Je commande très peu de livres français, parce que de 1, ça m'oblige à passer par Amazon, et j'essaye quand même de réduire mon recours à Amazon, et de 2, avec le Brexit, les prix ont augmenté, et les délais aussi ont augmenté. Donc comment vous dire que c'est vraiment très exceptionnel. Soit j'attends que ma maman m'envoie un colis, soit de temps en temps je craque avec une autre commande. Là, il fallait que je commande des choses pour mon lapin. Donc en voyant que le 4 arrivait, je me suis dit allez, tu fonces, tu prends le 3. Et je vais me faire un aussitôt reçu, aussitôt lu, parce que je suis en train de lire, je ne l'ai pas pris ici, je suis en train de lire un livre de ma pile à lire de l'été. Si vous vous souvenez, je vous en avais parlé, il s'agit de The Watchmaker of Filigree Street. Je vous remettrai une photo en bas de l'écran de Natasha Pulley. Plusieurs d'entre vous m'avaient dit qu'il vous faisait envie, et en fait pour l'instant j'en suis à 200 pages sur 300 et quelques. Je l'ai commencé il y a 3-4 jours et je sais toujours pas où on va. C'est-à-dire que pour le coup j'aime beaucoup la plume, je la trouve très très intelligente, il y a pas mal d'humour et surtout pas mal d'ironie. Il y a beaucoup de subtilité dans cette plume, mais par contre l'histoire, j'ai beaucoup de mal à voir où on va. J'en ai parlé avec une amie sur Instagram il y a 2 jours, qui m'a dit qu'elle l'avait commencé et qu'elle l'avait abandonné. Donc j'ai un peu de mal et c'est très déroutant. En fait, j'ai même pas envie de vous en parler parce que j'ai pas envie de vous dire des choses qui sont fausses sur ce livre, dans la mesure où ça se trouve, je me trompe complètement. Donc je vous en parlerai en avis de lecture, mais comme j'ai peur que ce livre me mette dans une panne de lecture si j'enchaîne sur quelque chose de trop complexe ou de trop lourd, je me suis dit que ça serait parfait pour me changer les idées. Écoutez, je regarde derrière moi, mais c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que vous avez vus dans ma palle, que ce soit ceux dont je vous ai parlé de manière un peu précise là, ou ceux que je vous ai présentés tout à l'heure rapidement sur mes étagères. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous font envie. Surtout, n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui, pour vous, devraient être des priorités pour moi. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, parce qu'à mon avis, elle a été beaucoup trop longue. Je vais bien m'amuser à la monter. Mais voilà, je vous dis encore un grand merci et à très bientôt. Ciao!